Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique. Alors nous avons parlé de deux des mécanismes qui transmettent la chaleur, la conduction et la convection. Le troisième mécanisme, c'est le rayonnement thermique. C'est un mécanisme dont on a déjà parlé. Tout corps chaud émet un rayonnement dont l'intensité est proportionnelle à T exposant 4, la puissance quatrième de la température. Ce rayonnement peut, en retour, être absorbé par un corps qui voit alors sa température augmenter. C'est exactement ce qui se passe quand on se blottit devant un radiateur électrique ou lorsqu'on se fait dorer au soleil. À noter qu'il n'y a pas que la chaleur qui vient du soleil, ce sont les ultraviolets qui nous font bronzer. Et donc il faut être prudent puisque ceux-ci sont très agressifs et ils peuvent aussi provoquer de méchants coups de soleil ou d'augmenter les risques de cancer de la peau. Les mécanismes liés au transfert d'énergie par rayonnement sont plus simples que ceux de la convection. On peut calculer aisément la quantité de rayonnement émis ou absorbé avec les différentes propriétés des corps, selon qu'ils absorbent plus ou moins bien la lumière ou le rayonnement infrarouge. Et la propagation du rayonnement se calcule aussi assez aisément. On utilise la notion d'angle solide pour dire la quantité de rayonnement qu'on peut recevoir, etc. Ce n'est pas extrêmement compliqué. Alors, voilà pour ces trois mécanismes. Et la conduction thermique, que nous avions vu en premier, est de loin le mécanisme le moins efficace. La conduction thermique est assez mauvaise par rapport aux deux autres méthodes, sauf circonstances exceptionnelles. Par exemple, si la température est très basse, à très basse température, le rayonnement est alors très très faible, puisqu'il est proportionnel à T exposant 4. Et donc à très faible température, proche du zéro absolu, il n'y a quasiment aucun rayonnement. Et de plus, si les températures sont toutes faibles dans son voisinage, les différences de température sont très faibles aussi, et donc il n'y a pas ou peu de convection. Dans ce cas-là, la conduction thermique est prépondérante. Un autre cas, c'est à l'intérieur d'un solide compact, un bloc de métal par exemple. Dans ce cas-là, seule la conduction thermique permet le transfert de chaleur. Pas de rayonnement, c'est opaque. Pas de convection, c'est un solide plein. Dans le cas des solides poreux, il faut être méfiant parce qu'il y a des tas de petites alvéoles de différentes tailles et le rayonnement peut se transmettre au sein d'une alvéole, ce qui peut augmenter la conductivité. Un autre exemple, c'est la bouteille thermo. Alors, dans une bouteille thermo, on a une bouteille et une paroi qui l'entoure de protection. Et entre les deux, ici, c'est le vide. On fait le vide dans la couche intermédiaire. Et donc, il n'y a pas de conduction thermique dans le vide, puisqu'il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de convection, puisque là non plus, il n'y a pas de matière, donc il faut de la matière pour avoir du mouvement de matière. Et en plus, on utilise des parois très réfléchissantes, on les recouvre de feuilles d'aluminium, ce qui leur donne une apparence de miroir à l'intérieur, et comme ils reflètent les rayonnements, il y a très peu de transfert qui se fait également par rayonnement, il y en a un petit peu. L'essentiel du transfert de chaleur, qui fait que l'intérieur du thermo va se réchauffer ou se refroidir, selon ce qu'on y a mis, se fait tout doucement, en fait, par conduction thermique. Non pas dans le vide, mais par les zones de contact. Ici, 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 ici. Ces zones de contact sont inévitables, parce que la bouteille à l'intérieur, elle ne flotte pas dans le vide. Elle doit
tenir. Et en plus, elle doit être fixée assez solidement pour qu'elle ne ballotte pas lorsqu'on la déplace. Même si on évite évidemment des mouvements trop brusques, on sait combien un thermo peut être fragile. Alors, dans l'atmosphère qui nous entoure, l'atmosphère terrestre, dans les océans, et même dans une pièce, au sein d'une pièce comme celle-ci, la convection est de loin, à température ambiante, est de loin le transfert le plus efficace. Courant d'air, vent, cyclone, anticyclone, les courants dans l'océan, comme le Gulf Stream, appelé aussi courant nord-atlantique, qui remonte presque jusqu'à l'Arctique, avant de plonger et de se refroidir et de repartir dans l'autre sens à une plus grande profondeur. La matière pouvant transporter des quantités très importantes de chaleur en son sein, puisque c'est la matière qui se déplace. Et par exemple, le Gulf Stream transmet des quantités extrêmement importantes de chaleur dans un véritable rouleau compresseur, un rouleau comme un tapis roulant qui amène de la chaleur vers le nord, ce qui explique que, et comme il se décale vers l'est, ce qui explique que la partie nord-est de l'Atlantique est relativement clémente. Le nord de la partie ouest de la côte norvégienne ou l'Islande, par exemple. Et il suffit de regarder une carte des glaces pour voir une belle asymétrie, une partie fort dégagée sur l'est et une partie plus glacée sur l'ouest, surtout en hiver, évidemment. À l'inverse, à des températures très élevées, donc des températures, on parle là de centaines de milliers de degrés, c'est le rayonnement qui est prépondérant, parce que le rayonnement est proportionnel à la température exposant 4. Nous l'avons dit, ce rayonnement augmente très vite. Et finit donc toujours par devenir prépondérant quand la température est suffisante. Le rayonnement un CMI peut être très fort. Par exemple, une pièce de métal qui est chauffée à blanc est brûlante, même sans convection thermique. Il y en a un peu, forcément. Mais si vous approchez la main à quelques centimètres, elle sera complètement brûlée. Tellement le rayonnement est intense. Et même si vous avez de la convection, mais favorable, c'est-à-dire un courant d'air glacé qui passe, à l'envers, si vous approchez votre main, elle va être vite cramée. Mais peut-être plus vite, parce qu'à cause du vent d'air glacé, vous risquez de ne pas sentir tout de suite que votre main brûle. Il faut être prudent. Si un jour vous avez l'occasion d'assister au phénomène de coulée de lave des volcans, c'est pas possible lors d'une visite touristique près d'un volcan en éruption, non pas les volcans explosifs, mais les volcans qui ont des coulées de lave, il faut vraiment éviter de trop s'approcher. Parce que le rayonnement thermique de la coulée de lave est si fort qu'il peut carrément vous faire cramer, comme une torche. Vous pouvez vous enflammer et mourir en quelques minutes. Une coulée de lave, c'est en effet de la roche en fusion. Et ça fond à haute température, souvent beaucoup plus que 1000 degrés. Alors enfin, un dernier exemple, dans le vide spatial. Donc là, c'est l'inverse. Le vide spatial, ou dans un récipient sous vide, seuls les rayonnements thermiques peuvent se propager. Pas de convection, pas de conduction. Il n'y a que du rayonnement. Alors on lit parfois que l'espace vide, hors de la Terre, loin de notre atmosphère, que l'espace vide est très froid. Mais en fait, donc, c'est une absurdité de dire ça, parce que le vide, ben c'est du vide, rien. C'est pas de matière, c'est une absence de contenu, le vide. Et donc, il n'a pas de température en soi. La température, c'est toujours la température d'un objet physique qui correspond à son état physique. Rappelons-nous la dilatation, les changements de phase, etc. C'est l'état du système physique qui donne sa température, qui correspond à sa température. Et le vide, il n'y a rien. Ainsi, dans le vide spatial, tout dépend des sources de rayonnement thermique qui peuvent vous éclairer. Sur la Lune, par exemple, où il n'y a pas d'atmosphère, la source
la surface qui est exposée au soleil monte allègrement à plus de 100 degrés. Ça peut même être vraiment cuisant. C'est pour ça que les combinaisons des astronautes sont équipées d'une visière qui fait un peu l'effet miroir et qui est en fait un peu comme les lunettes Polaroid. Hein, c'est un verre opaque, presque opaque, qui s'abaisse pour limiter le rayonnement vers le visage et les yeux. Et la combinaison elle-même est réfrigérée. Au contraire, pendant la nuit, le sol lunaire rayonne, il est chaud au départ, il rayonne vers l'espace, vers le vide, et il ne reçoit rien en retour. Puisqu'il est la nuit, il n'a pas de rayonnement qui vient vers lui, et donc il se refroidit assez vite, et il peut descendre là allègrement dans des températures très négatives. Sur Terre, ces effets sont amortis par l'atmosphère, qui filtre une partie du rayonnement qui vient du Soleil, qui retient une partie du rayonnement thermique émis par la Terre, on connaît, hein, c'est le fameux effet de serre, et qui lui-même transmet de la chaleur, surtout par convection. Et donc, c'est un gros amortisseur thermique qui protège notre planète. Alors, il en est de même des objets spatiaux, hein, comme les satellites. Les satellites sont ainsi soumis à des contraintes thermiques très importantes, des centaines de degrés au soleil, très négatifs à l'ombre. Et donc, ils doivent être construits de manière robuste et avoir une protection thermique efficace, et même un blindage, parce qu'il n'y a pas que le rayonnement thermique qui vient du soleil, il y a aussi énormément de particules chargées, très rapides, très énergétiques, dont nous sommes là aussi protégés par notre atmosphère, mais aussi par le champ magnétique terrestre, qui est comme un bouclier. Et ces rayonnements, cette radioactivité solaire, ces particules chargées très rapides, peuvent parfois gravement endommager les satellites, et donc ils ont des protections efficaces. Voilà donc pour les mécanismes de transfert de la chaleur. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la chaleur latente et de la mesure de la température. Je vous remercie.